On va y aller doucement. Premièrement, il y a une caméra donc, qui est placée et qui va enregistrer toute la conférence. Et comme elle est placée derrière vous, donc elle va raser votre tête. Donc on ne vous verra pas, à part si vous êtes un peu dégardé. Non, ça va, c'est très bien. Non, prenez. C'est très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Pas encore. Il y a un peu de bruit en fait, mais bon, généralement ma voix porte, donc je vais laisser le micro en contre. Non, moi ça va très bien. Par contre, la lumière, il n'y a pas moyen de mettre plus de lumière? Non, le volume du micro, je pense que c'est très bien. Hein? Vous voulez que le mettre un peu plus fort? Oui. Bon, allez. Un petit réglage, et puis on va démarrer la conférence. Ça va? 1, 2, 3. C'est mieux? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va comme ça? 1, 2, 3. Voilà, c'est la fin de la conférence. 1, 2, 3. Je valide déjà. Ça commence bien. Alors, bonjour à tous et je vous remercie d'être venus donc à cette conférence dont le titre, vous voyez, c'est Pourquoi en 2 mots est-ce si difficile de changer? Et il se pourrait que vous ayez déjà essayé de changer, du style arrêter de fumer, maigrir, arrêter certains comportements qui sont un peu embêtants, ou peut-être certains états de tristesse ou autres, ou même des pathologies, parce que je vais parler également des pathologies qui sont en fait ma passion. Et donc ici, je vais parler donc de la difficulté à changer, mais pas tant de point de vue psychologique, mais comme je suis biologiste de formation, eh bien, ça va être ce qu'on appelle de la neuropsychobiologie. On va faire de la biologie. D'ailleurs, les premières minutes, ça va être des cours de biologie. Est-ce que vous vous rappelez vos cours de biologie? On va y aller tout doucement, et je vais être le plus pédagogue possible. Mais je pense qu'il est important, en fait, c'est que vous compreniez, vous verrez qu'à la fin, bon, il y a une méthodologie pour arriver à changer, mais qu'en fait, cette méthodologie, elle est basée sur un certain nombre de fonctionnements du système nerveux. Je dirais que c'est une manière d'exprimer les choses, c'est de dire que ce sont les dernières applications des neurosciences, parce que vous savez que les neurosciences ont fait quand même des bons assez intéressants, on va dire, parce qu'il y a de l'outillage, il y a de nouveaux appareils qui arrivent, et ça, c'est très intéressant pour étudier en fait le fonctionnement du cerveau. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, c'est notre compréhension du fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire, derrière cette méthodologie, il y a un certain nombre de modèles scientifiques de fonctionnement du cerveau. Ce sont des modèles, ce n'est pas la vérité. Un modèle est vrai jusqu'au moment où il est démoli. C'est comme ça que ça fonctionne la science. Donc voilà, il y a un certain nombre de modèles et j'utilise que des modèles derrière le fonctionnement en fait du cerveau, et de là découle en fait une certaine méthodologie en fait pour parvenir à changer, et vous allez voir que la méthodologie est orientée futur. Alors d'abord je vais un peu me présenter. Donc je m'appelle Daniel Radou, donc je suis biologiste de formation avec doctorat en sciences immunologiques en fait à l'université de Liège. Peut-être que vous entendez que j'ai un petit accent. On ne renie pas ses origines, n'est-ce pas? Oufti, ah oui, là. Et puis, bon, j'ai travaillé pendant à peu près 20 ans dans ce qu'on appelle le drug discovery. Le drug discovery, c'est comment une entreprise pharmaceutique fait pour découvrir un nouveau médicament. Parce que c'est l'objectif, en fait, de l'industrie pharmaceutique, c'est de découvrir des médicaments pour soigner les gens, etc. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Puis, il y a à peu près 17 ans, maintenant, je me suis orienté, quand je suis rentré des États-Unis, je me suis orienté vers ce qu'on va appeler plus les sciences humaines. Et j'ai commencé à suivre des formations, et j'ai pas encore fini. Et j'ai une formation, pour ceux qui savent, en PNL, et puis une formation en psychothérapie, en fait. Donc je suis psychothérapeute de formation avec plein d'outils. Alors j'ai fait 2 types d'hypnose. Il y a l'hypnose classique ou semi-traditionnelle, et il y a l'hypnose ericksonienne. Alors généralement, les gens connaissent ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. J'en fais aussi, mais bon, c'est un peu différent, vous allez voir.
Oui, ma passion, c'est les pathologies, en fait. Donc, moi, je reçois des gens qui ont des cancers, des scléroses en plaques, des eczémas, etc. Tout ce que la médecine a des difficultés, en fait, à soigner et surtout à guérir, en fait. Donc, on peut activer sa capacité d'auto-guérison, parce que c'est ça, en fait, dont on va parler ici, pour parvenir, en fait, à sortir de cet enfermement que vous pourriez être. Bon, j'ai travaillé également avec le docteur Jean-Léon Mignot, qui est, je dirais presque mon mentor. Donc, c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses. C'est un monsieur qui a plus de 70 ans maintenant, mais qui a une connaissance phénoménale, en fait, du fonctionnement du cerveau. Formation en psychologie cognitivo-comportementale, donc je passe les détails. J'ai une formation également en mécanique quantique, parce que j'applique également la mécanique quantique. Bon, je ne vais pas en parler ici, parce que ça me prendrait beaucoup de temps, mais il y a des applications également de la mécanique quantique. Et puis, bon, il y a les neurosciences. Alors, oui, je dis biologie du comportement, voilà. Eh bien, voilà une photo que j'aime beaucoup. Et je dirais qu'elle représente un peu la situation d'un certain nombre de personnes. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous trouviez sur un chemin de terre avant, parce que maintenant ils sont tous bétonnés, hein, dans les campagnes, parce que moi je suis un fils d'agriculteur en plus, donc quand j'étais petit sur le tracteur, eh bien je roulais dans des chemins comme ça, avec des ornières. Et surtout quand il a plu, eh bien vous êtes complètement bloqué dans l'ornière, et vous voulez sortir, donc vous tournez le volant, et en fait vous continuez à être dans l'ornière. Donc vous êtes complètement bloqué dans l'ornière. Donc c'est métaphorique bien entendu, mais c'est un peu le ressenti que les gens ont. Je voudrais, ou je veux, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de stresser, arrêter mes tocs, arrêter mon cancer, ou etc., etc. Mais c'est plus fort que moi, je n'y parviens pas. Et vous voyez qu'ici, le ciel, il est un peu ombragé. Alors on peste sur soi-même, on est furieux, on dit mais comment ça se fait, je ne parviens pas, pourtant je veux. Ce n'est pas un problème de motivation. Les gens qui viennent sont vraiment motivés. D'ailleurs, il y a parfois, je dis, ils ont fait le parcours du combattant. Il y a des gens, c'est 50, 10 ans, voire même plus. Il y a des gens qui me disent, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Eh bien, je ne parviens pas. Et je dis, eh bien, écoutez, ici, on va faire différemment. C'est une approche différente. Et surtout, où on va sortir, en fait, de l'effort. J'ai mis une vidéo en fait sur mon site web, donc si vous vous intéressez, il y a des cartes ici avec mon site web, avec l'adresse de mon site web. J'ai mis une vidéo sur mon site web qui s'intitule « Arrêtez de vous battre contre votre inconscient ». Beaucoup de gens sont dans le combat, ils se battent contre eux-mêmes. Et le résultat final, eh ben, ils sont toujours au même point. Arrêtez de vous battre contre votre inconscient. Vous allez voir. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez voir. Donc, ça, c'est la difficulté, en fait, à changer. Alors, conscient, inconscient, généralement, on prend la métaphore de l'iceberg, on dit, tiens, la partie immergée de l'iceberg, c'est le conscient, et la partie immergée, eh bien, c'est l'inconscient. Alors, en physique, ce qui est au-dessus de la mer, c'est 11%, et ce qui est en dessous, c'est 89%. Hein. Les neurologues nous disent que 99,9% de nos décisions sont prises par notre inconscient. Nous sommes pilotés par notre inconscient. Mais moi, je crois que c'est moi qui décide. Hein. Ah oui, c'est moi qui ai décidé. Bon là, oui. C'est votre inconscient qui vous a piloté et qui vous a fait croire que c'est vous qui décidiez. Donc c'est l'inconscient, c'est cette partie-là en fait. Immergé. Alors je n'en parle pas dans les considérations du style subconscient ou autre, parce que je ne pense pas que c'est ça qui va vous aider à atteindre votre objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai été recherché dans tous les modèles scientifiques, il y en a un fameux paquet, hein, sur le marché, c'est-à-dire, eh bien j'ai été rechercher ce qui me paraissait, du point de vue subjectif bien entendu, ce qui me paraissait le plus utile, le plus efficace pour atteindre votre objectif. Alors, eh bien, on va commencer, je dirais, un peu les cours de biologie. Et moi, mes cours de biologie commencent toujours par une question. Mais pourquoi est-ce que la biologie a été mettre un inconscient? Ce serait quand même plus facile si tout était conscient dans notre cerveau, hein? Eh bien non.
La biologie, elle a mis un conscient d'un côté et un inconscient de l'autre. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'aller mettre un inconscient qui m'embête dans ma vie de tous les jours? Eh bien, je vais vous expliquer. Mais par contre, je suis biologiste. Mais moi, c'est les histoires des animaux sauvages qui m'intéressent. Pas la vache qui est dans le pré, parce que celle-là, elle a été un peu domestiquée. Et donc, je vais vous inviter à vous projeter dans la savane africaine. Et vous avez en face de vous une antilope qui est en train de brouter son air. Et puis tout d'un coup, elle entend un bruit. Elle lève sa tête. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une lionne qui lui court après. En une fraction de seconde, tout son cerveau et son corps rentrent dans un stress phénoménal. Et tout, elle bondit généralement dans le sens inverse de la lionne. Et les biologistes qui aiment bien observer la nature sauvage, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont vu que dans 30% des cas, la lionne attrape l'antilope. Eh bien, c'est comme ça, dans la nature sauvage. Et les antilopes vont servir de nourriture pour les lionceaux, les chlorlions, etc., etc. Et tant que l'homme ne s'en mêle pas, ça dure depuis des dizaines et des dizaines de millions d'années et c'est stable. Ça, c'est 30%. Mais dans 70% des cas, la lionne n'attrape pas l'antilope. Pourquoi? Parce que l'antilope a mis des mécanismes comportementaux qui lui permettent de survivre dans cet environnement hostile. Première propriété de fonctionnement du cerveau de l'antilope, on me dit un peu plus calme parce que sinon, un peu plus loin. Eh bien, c'est la première propriété du fonctionnement du cerveau de l'antilope, c'est-à-dire qu'elle est dans la survie. Elle survit dans cet environnement hostile. Bon. Elle regarde derrière elle, elle dit « Ah, ouf, la lionne ne court plus après. » Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trouver un petit bosquet à l'ombre, en sécurité. Ses paramètres de stress qui étaient au plafond, hein, parce que ça a été chaud, voilà. Un quart d'heure, 20 minutes qu'il lui faut pour revenir dans ce qu'on appelle l'homéostasie en physiologie, donc c'est l'état physiologique normal. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte sur ses petites gambettes et elle continue à brouter son air comme si de rien n'était. Eh bien oui, elle ne stresse pas, elle, hein, parce que demain, il y a encore une lionne qui va le courir après. Et si ce n'est pas une lionne, ben c'est un guépard ou un léopard. Parce que le destin d'une antilope, c'est de se faire attraper, hein. Elle va servir de nourriture. Elle ne stresse pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne vit que dans l'instant présent. Deuxième propriété du fonctionnement du cerveau de l'antilope, elle ne vit que dans l'instant présent. C'est-à-dire que son cerveau n'est pas suffisamment structuré pour qu'elle se rende compte qu'elle a un passé et qu'elle a un futur. Elle ne vit que dans l'instant présent. C'est ce que les neurologues vont appeler, attendez, voilà, ce qu'on appelle la conscience primaire. C'est-à-dire que j'ai pris l'antilope comme exemple pédagogique. En réalité, ce sont tous les animaux qui sont dans la survie et dans l'instant présent. Et même si vous avez un chien ou un chat, eh bien, eux aussi, parce que ce sont des animaux. Donc on va appeler ça la conscience primaire. La conscience primaire, c'est le cerveau des animaux ou notre inconscient. Donc notre inconscient, c'est... non, c'est pas écrit. Pardon, je me trompe ici. Voilà. Donc la conscience primaire, c'est le cerveau des animaux ou notre inconscient. Alors la définition de la conscience primaire, c'est, et je reprends mon antilope, l'antilope, quand elle mange son herbe, elle sait qu'elle broute de l'herbe, que ce n'est pas une antilope qu'elle broute. Et que la lionne qui lui court après, eh ben, ce n'est pas une antilope, c'est une lionne. Donc elle est consciente de son environnement externe. Et elle est consciente de son environnement interne. C'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle a des émotions. Les 4 émotions de base, la joie, la peur, la tristesse et la colère. Voilà. Les animaux que vous avez, eh bien, ils ont ces 4 émotions de base. Je parle ici des mammifères supérieurs par la petite fourmi qui court sur les arbres. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la conscience primaire. Le cerveau animalier ou notre inconscient. Et on voit que les deux propriétés sont dans la survie et dans l'instant présent. Et seule une espèce animale sur Terre, c'est-à-dire nous, on a développé ce qu'on appelle une conscience secondaire.
Et la conscience secondaire, c'est quoi? Je suis conscient d'être conscient. Bon, ça c'est un peu philosophique. D'un point de vue pratique, ça veut dire que moi je me rends compte que j'ai un passé, un présent et un futur. Et moi je stresse parce que demain j'ai un examen. Non, pas demain, c'est dimanche, mais lundi j'ai un examen à passer. C'est la période des examens à l'UNIF, là, pour l'instant. Mais en fait, c'est pas dans l'instant présent que je passe l'examen, c'est lundi. Donc je stresse pour un événement futur. Donc la conscience secondaire, c'est je me rends compte que j'ai un passé, présent, futur. Et la deuxième chose, c'est que moi je ne suis pas dans la survie, je suis dans la vie. Et les gens qui viennent chez moi, eh bien c'est leur conscient qui dit ah oui mais moi dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, je voudrais bien arrêter de fumer, je voudrais bien maigrir, je voudrais bien arrêter mes tocs, je voudrais bien arrêter ma dépression, je voudrais bien arrêter mon cancer, je voudrais. Voilà, c'est ça qui doit changer dans ma vie de tous les jours. Et leur inconscient, qu'est-ce qu'il leur dit? Mais de quoi est-ce que vous plaignez donc vous? Vous êtes toujours vivant dans l'instant présent, puisque l'inconscient raisonne de cette manière-là. Donc pour votre inconscient, il n'y a pas de problème. C'est votre conscient qui dit comment on n'a pas de problème, pas de problème. Ben si, il y a un problème. Donc vous voyez que vous avez deux entités dans votre cerveau, et on ne va pas passer son temps à les séparer anatomiquement, parce que bon, c'est assez compliqué, c'est pas ça qui va vous aider à atteindre votre objectif. Mais vous avez deux entités qui ont des modes de fonctionnement différents. C'est tous les gens qui disent « je voudrais arrêter de fumer, de boire, de stresser, etc., etc. Mais c'est plus fort que moi, je ne parviens pas. C'est plus fort que moi, il y a une force, j'ai déjà essayé des trucs d'ailleurs, mais après quelques mois, je reprends et c'est foutu, etc. » Parce que derrière ça, il y a deux entités qui ont des modes de fonctionnement différents. Et c'est fondamental à comprendre. Alors, je vais prendre une autre métaphore. C'est l'automobile. Peut-être que vous êtes venu ici en automobile, je suppose comme un certain nombre de personnes. Et dans l'automobile, quand votre réservoir est vide, vous allez à la pompe à essence. Est-ce que vous mettez de l'essence ou du diesel? Eh bien, la prochaine fois que vous allez à la pompe à essence, vous faites l'inverse. Si c'est une diesel, vous mettez de l'essence. Si c'est une essence, on dit déjà, non, surtout pas, parce que je l'ai déjà fait en plus. Ça n'ira pas. Vous devez mettre le bon carburant, c'est-à-dire que dans les moteurs, il y a deux types de moteurs. Il y a les moteurs à explosion, dans lesquels on met de l'essence, et les moteurs à compression. Dans un moteur à explosion, vous avez une bougie qui va faire exploser le mélange essence-gaz. C'est des gens qui apprennent ça que dans les moteurs à explosion, il y a une bougie. Par contre, dans un moteur diesel, eh ben, il n'y a pas de bougie. C'est la compression qui va faire exploser en fait le mélange. Donc, on voit qu'ici, dans un modèle qu'on appelle l'automobile, eh bien, on a deux modes de fonctionnement. Et quand moi je vois votre auto, je ne sais pas si c'est une essence ou une diesel. Eh bien, dans votre cerveau, c'est exactement la même chose. Quand vous faites votre raisonnement logique avec votre conscient et que vous l'appliquez sur votre inconscient, c'est comme quand vous mettez de l'essence dans un moteur diesel ou si vous mettez du diesel dans un moteur à essence. Ça ne fonctionne pas. Ben, c'est normal, puisque ce n'est pas le même mode de fonctionnement. Donc toute la méthodologie en fait, de changement, elle est basée en fait là-dessus, sur la différence de fonctionnement qu'il y a entre votre conscient et votre inconscient. Lui, il est dans la vie passé, présent, futur, et lui, il est dans la survie que dans l'instant présent. Ça va? Fin du premier cours de biologie. Ah, ouf, c'est fini. C'est dur, dur. Un concept comme ça, là. Bon, ben, on passe au deuxième, hein. Je ne perds pas de temps, hein, ici. On avance. Bon. Allez, le cerveau. Quelle est la structure cellulaire d'un cerveau? Eh bien, tous les cerveaux sont structurés de la même manière. Que ce soit le cerveau primitif d'un petit ver de terre, là, qu'on appelle le lombric, jusqu'au cerveau d'un être humain qui est le plus complexe, eh bien, tous les cerveaux dans le monde animal sont constitués de la même manière au niveau cellulaire. Vous n'avez que deux types de cellules. Premier type de cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules accessoires, qu'on appelle également les cellules gliales.
astrocytes, oligodendrocytes, microbiocytes, je passe les détails, mais il reste des cellules embryonnaires. Vous avez toujours des cellules embryonnaires, des cellules souches, qui sont là. Et celles-là, elles m'intéressent. Parce qu'on va les activer. C'est ça. Celles-là, on va les faire multiplier. Bon, la question, c'est vraiment, mais comment je fais, moi, pour activer les cellules embryonnaires? Bon, mais ça, on verra un peu plus tard. Attention, je piste, des problèmes pratiques, voilà. Et puis, le deuxième type cellulaire, eh bien, c'est le neurone. D'où le terme neurologie, neurologue. Un neurologue est un médecin qui est spécialisé dans les neurones. Bon, il a étudié les cellules gliales, tu sais, quand même, allusif. Mais c'est principalement le neurone. Alors, le neurone est une cellule tout à fait particulière. Elle a des propriétés, on ne va pas les passer en vue, mais bon, il y en a quelques-unes qui m'intéressent, moi, ici. Il faut savoir que les neurones, en fait, sont connectés les uns aux autres. Et ils forment des circuits neurologiques. Et en plus, ça fonctionne par l'électricité. L'électroencéphalogramme va mesurer la fréquence des impulsions électriques qui passent à la surface des neurones. C'est du courant électrique, c'est ce qu'on appelle la dépolarisation neuronale. Bon. La question maintenant, c'est de dire, mais combien de neurones est-ce que j'ai dans mon cerveau? Eh bien, quand vous aviez 22, 24 ans, est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'ordre de 22, 24 ans ici? Eh bien, vous avez au maximum du nombre de neurones dans votre cerveau. C'est de l'ordre de 100 milliards. 100 milliards. Vous vous rendez compte? 100 milliards. Bon, les autres, ça commence déjà à diminuer. Bon, on ne va pas passer du temps ici, mais vous avez de l'ordre de 70 à 100 milliards de neurones dans votre cerveau. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, en moyenne, à mon avis, ici, on est dans les 80-90 milliards. 80-90 milliards, on va dire 85 milliards, bon. Voilà, une moyenne de 85 milliards. Est-ce que vous vous rendez compte? 85 milliards de neurones. Les physiciens quantiques considèrent que c'est l'objet quantique le plus complexe de l'univers. C'est un cerveau humain. C'est d'une complexité phénoménale. Et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Bon, il y a juste quelques petits circuits là qui vous cassent les pieds, etc. Mais la très très grande majorité des circuits neurologiques que vous avez dans votre cerveau fonctionnent très très bien. Sinon, vous ne seriez pas là. Désolé. Ça fonctionne très bien. C'est un organe extraordinaire. Mais il y a juste quelques petits circuits là qui sont un peu embêtants. Alors, en plus, pour complexifier, eh bien, il faut savoir qu'en moyenne, un neurone, en moyenne, est connecté à 10 000 autres neurones. Ça veut dire que si on prend le chiffre de 85 milliards, vous avez dans votre cerveau 850 000 milliards de connexions neurologiques. Ce qu'on appelle le synapse, parce que deux neurones ne se touchent pas. Ils sont très proches, mais ils ne se touchent pas. 850 000 milliards! Et moi, je ne sais pas des euros, ou des centimes d'euros. Mais tout là, on ne serait pas ici d'ailleurs. Ce serait à Hawaï. Est-ce que vous vous rendez compte de la complexité d'un cerveau humain? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais il y en a un qui connaît très bien votre cerveau. C'est votre inconscient. Pourquoi? Parce que depuis la fusion du spermatozoïde avec l'ovule qui vous a donné tout votre développement embryonnaire fœtal, bébé dans le ventre de votre mère, le passage, la naissance, enfin le passage, le plus grand stress de votre vie, petite enfance, adolescence jusqu'à maintenant, il y en a un qui s'est occupé de vous. C'est bien votre inconscient quand même. Et il a fait du beau travail puisque vous êtes toujours là. Est-ce que vous comprenez la logique? C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Par l'intermédiaire de la biologie. Donc, un cerveau, c'est une complexité phénoménale. Bon. Donc, l'objectif va être d'activer votre inconscient. Parce que c'est la seule personne, c'est-à-dire vous, inconscient, qui est capable d'aller changer ses connexions neurologiques dans un système qui est d'une complexité phénoménale. Ce n'est pas moi. Et ce n'est pas le neurochirurgien du coin de Sobistouri, même s'ils font des choses assez exceptionnelles dans les accidents, etc., etc. C'est d'une complexité phénoménale. C'est votre inconscient. Alors, dans ma formation de psychothérapeute, on nous disait « Nos solutions d'hier sont nos maux d'aujourd'hui ». Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez 4,5 millions d'années d'évolution.
Et tous nos ancêtres, là, les hominidés, là, tous ceux-là, enfin, on va partir de là, hein, l'Homo erectus, eh bien, eux aussi, ils ont rencontré des problèmes. Hein. Eh bien, ils ont trouvé des solutions. Ben oui, puisque vous êtes là. Donc, tous nos ancêtres, ils ont trouvé des solutions. Eh bien, ces solutions, elles sont dans une cassette, dans une bibliothèque, pardon, remplie de cassettes, de solutions qui permettent de survivre dans notre environnement. Et quand vous, dans votre passé, vous avez vécu des événements extrêmement difficiles, douloureux, avec de la souffrance, etc., vous vous sentiez perdu ou seul ou je ne sais pas quoi, eh bien, votre inconscient qui vous surveille, il dit « Oh là là !» il ou elle est en train de vivre quelque chose de difficile. Elle ne peut pas survivre dans cet environnement-là. Moi, inconscient, je dois faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a été fait? Eh bien, il a été choisir une cassette de solutions. Et il a mis dans votre cerveau. Et comme dans votre cerveau, il n'y a que des circuits neurologiques, ben ce sont des circuits neurologiques. Mais ces circuits neurologiques qui ont été mis dans le passé, solutions d'hier, eh ben, aujourd'hui, elles tournent toujours. Ben oui, c'est comme chez moi, hein, j'ai des circuits électriques, ou ici, hein, dans 10 ans, dans 20 ans, hein, les circuits sont toujours là si on ne les touche pas. Hein. Eh bien, dans votre cerveau, c'est la même chose. Et la solution, elle tourne. Mais pour votre inconscient, c'est une bonne solution, puisque vous êtes toujours vivante. Donc, ce sont des solutions, par exemple, ici, il a mis cette solution-là en colère, la colère, par exemple, une crise de colère. Pourquoi est-ce qu'il a mis cette solution-là en place? Eh bien, peut-être que sa mère était alcoolique, qu'elle ne s'occupait pas de lui, et lui, il était tout seul. Et puis, une fois, eh bien, il s'est mis en colère. Eh bien, sa mère, hein, elle a commencé à s'occuper de lui. Et son inconscient a dit, ah, tiens, ça c'est intéressant, tiens. Quand moi je fais une crise de colère, eh bien, ma mère, elle s'occupe de moi. Même si j'ai reçu une torgnole, c'est quand même mieux qu'elle ne s'occupe pas de moi. Donc, l'inconscient a mis en place, en fait, cette solution. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, hein, eh ben, je continue aussi, hein, moi, à faire mes crises de colère. Mais le problème, c'est plus papa-maman. Hein. Maintenant, c'est le mari, c'est le collègue, c'est le patron. Alors, bien entendu, le patron, lui, il apprécie patron, hein, lui. Hein. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc, pour notre inconscient, nos solutions d'hier sont des bonnes solutions, puisque la personne est toujours vivante dans l'instant présent. Mais c'est bien mon conscient, bien entendu, qui me dit oh, mais bonne solution, mais ça ne va pas, hein, parce que moi je me suis déjà fait foutre dehors, parce que moi je fais des crises de colère, etc. Enfin bon, je ne supporte personne, bon, etc., etc. Donc il y a des conséquences. Donc l'objectif va être de venir avec de bien meilleures solutions, et le mot meilleur est fondamental. Donc, et c'est là-dessus que les personnes travaillent sur leurs meilleures solutions, donc c'est bien orienté futur, qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place dans leur vie. Et la méthodologie de changement, donc je vais vous expliquer là maintenant dans quelques instants, eh bien c'est comment je vais faire pour communiquer les meilleures solutions de mon conscient vers mon inconscient. Parce qu'à partir du moment où mon inconscient aura compris que je viens avec de meilleures solutions que celles que moi j'ai mis dans le passé, bingo, il va aller changer les connexions neurologiques, parce que c'est le seul qui est capable d'aller changer vos connexions neurologiques, il n'y a personne d'autre. C'est votre inconscient, donc l'objectif va être de l'activer. Et une des manières, c'est de venir avec de bien meilleures solutions. Et c'est ça. Donc la méthodologie de changement est en fait une méthodologie de communication. Comment est-ce que vous allez faire, parce qu'il y aura des choses à faire, comment est-ce que vous allez faire pour communiquer vos meilleures solutions à votre inconscient de manière telle à ce qu'il soit activé pour aller changer vos connexions neurologiques dans vos 850 000 milliards de connexions neurologiques. C'est le seul qui est capable de faire ça. Il n'y a personne d'autre. Tellement c'est d'une complexité phénoménale. Ça va? Vous survivez? Alors, vous voulez pas survivre, c'est bon. Alors, le professeur Daniel Araos, un professeur maintenant, il est retraité. J'aurais dû couper le son. Je vais quand même le faire. Voilà. Hop.
Mon inconscient ne me veut que du bien. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est son testament intellectuel, il vit toujours. Hein. Il a fait des recherches sur l'hypnose, etc. Toute une série de techniques différentes. Et sa conclusion, ce que j'appelle son testament intellectuel, c'est de dire « Mon inconscient ne me veut que du bien ». Non mais attendez, arrêtez un peu ces conneries. Hein. C'est lui qui vous a foutu les trucs là qui vous embêtent, et maintenant on vient dire qu'il m'en veut que du bien. Non mais qu'est-ce que c'est que c'est une grosse connerie en fait. Hein. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'inconscient. Donc je détaille ça sur mon site web. Hein. Ça veut dire quoi? Eh bien votre inconscient, quand vous étiez dans une situation difficile, il a fait ce qu'il a pu aller. Et il a été chercher une cassette, voilà, qui était disponible dans votre inconscient, là, dans votre bibliothèque intérieure. Il a fait ce qu'il a pu. Mais aujourd'hui, vous, conscient, dans un nouvel environnement, parce que vous n'êtes plus papa, maman, avec l'instituteur, ou je ne sais pas qui, moi, eh bien, vous pouvez venir avec une meilleure solution. Et quand il a compris que c'est une meilleure solution, eh bien, c'est lui qui va la mettre en place. Et il se débrouillera. C'est même pas à vous, et même pas de savoir, vous n'avez pas besoin de savoir comment il va faire. C'est son job. En plus, il aime bien, alors autant l'activer. Hein. Alors maintenant, c'est la méthodologie de changement en elle-même. Mais c'est quoi cette méthodologie de changement? Bon, ici, je vais être un peu rapide, bien entendu. Je ne sais pas quelle heure il est. 5h05. Ok, ça va. Il y a encore quelques minutes. Ben, ça, c'est vous, ça, hein? Vous n'êtes pas content. Ou contenteux. Ah oui, moi, il y a des problèmes, moi je veux changer, ça dans ma vie, hein, ça va pas, il faut que ça change, hein, etc. Ça, c'est la flèche du temps des physiciens, c'est le temps qui se déroule, c'est l'instant présent, c'est demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est la roue du temps. Donc l'objectif va être de définir votre objectif. C'est les cas dit, il n'y a pas de bon vent pour un bateau qui ne sait pas où aller. Où voulez-vous aller? On travaille l'objectif. Bon, je suis là pour aider, il y a une méthodologie qu'on appelle la méthode SMART de définition d'un objectif. Ensuite, on va passer aux résultats, parce que c'est là que se trouvent vos meilleures solutions. Les solutions gagnantes, ce sont les résultats quand vous aurez atteint votre objectif. C'est là. C'est ça le point clé. Vos meilleures solutions. Et c'est là-dessus que les gens travaillent. À la première réunion que j'ai avec eux, ils sortent avec une liste de meilleures solutions qui sont exprimées sous un certain format, c'est ce qu'on appelle des programmations. C'est je, je, etc. Par exemple, imaginons que moi je suis super stressé, mais alors là, je stresse pour mes examens, je stresse chaque fois que je dois parler en public, je stresse quand je dois gérer une réunion dans une entreprise, il y a des emmerdeurs, etc. Bon. Et donc mon objectif, c'est de me débarrasser de mon stress. Une des solutions gagnantes, par exemple, ce serait « je suis serein ». Ben oui, je suis serein. Ben, quand je passe mon examen, je suis serein quand je parle en public, je suis serein quand je gère ma réunion avec des gens compliqués, difficiles, etc. Ben, moi, je reste serein. Voilà, je gère, je fais les choses qu'il faut. Eh bien, moi, je me répète tous les jours, hein, je suis serein, je suis serein, je suis serein, je suis serein. Est-ce que c'est ça qui va m'aider à me débarrasser de mon stress? Ben là, je pense que ça marche comme ça. Eh bien, non. Il manque quelque chose. Mais il faut passer par l'objectif, il faut passer par les solutions gagnantes, mais il manque quelque chose pour que ça réussisse. Et c'est quoi? Et là, on va rentrer dans un autre modèle qu'on appelle le modèle de la PNL, la programmation neurolinguistique, pour ceux qui connaissent, avec un outil qu'on appelle le VACOC. C'est-à-dire, je vais vous aider à faire du rêve éveillé, de la visualisation créative. C'est ce qu'on appelle une scène mentale dans ce modèle-là. Vous allez rêver dans votre tête, comme pour YouTube. Vous avez déjà été sur YouTube, hein, les petits films vidéo là. Eh bien, vous allez faire des petits films pour YouTube, mais vous ne le mettez pas sur YouTube, hein, il reste juste dans votre tête. Hein. Eh bien, c'est ça. C'est la scène mentale. C'est ça que votre inconscient va comprendre. C'est pas la phrase « je suis serein », parce que vous foutez avec une phrase « je suis serein, je suis serein ». Je vous jure, ça le passe au-dessus de sa tête. C'est pas ça. Ce que lui va comprendre, c'est la scène mentale. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, d'un point de vue neurophysiologique, mais bon, je l'explique en séance, en fait. Mais c'est la scène mentale, c'est le point capital. C'est ça que votre inconscient va comprendre.
C'est du rêve éveillé, de la visualisation créative pour les gens qui ont déjà entendu parler de ces Rogers et toutes les bandes. Il y a plus de 40 ans d'ici qui ont développé en fait ces outils-là. C'est ça. Bon. Donc, alors, derrière ça, bien entendu, après, on met en place un plan d'action, c'est le processus psychothérapeutique. Il y a un certain nombre de modèles derrière. C'est le modèle de la plasticité neuronale. Le cerveau, c'est l'organe le plus plastique. Les os, c'est le moins. Hein. Vous voyez Monseigneur Léonard, qui est comme ça maintenant. Ah ben, quand il était jeune, il était comme ça. Voilà, un bas avec le temps, comme ça. Bon, c'est pour rigoler. Hein. Oui. Donc les os, il y a moyen de les courber, mais ça prend quelques années. Mais le cerveau, pas du tout. Hein. Oula. Il y a une université qui est à côté de chez moi, là, l'UCL. Eh bien, pendant 5 ans, les étudiants formatent leur cerveau, créent de nouveaux circuits neurologiques. Tout ce que vous avez vécu depuis la 2e semaine que vous étiez dans le ventre de votre mère, le système nerveux, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là le tube neural. Eh bien, à partir de tout, votre mère n'était peut-être même pas encore au courant que vous étiez là. Eh bien, déjà, tout ce que vous avez vécu à partir de ce moment-là, dans le ventre de votre mère, la naissance, petite enfance, adolescence jusqu'à maintenant, tout ça a formaté votre cerveau, a créé des circuits neurologiques, a multiplié vos neurones. C'est ça le modèle de la plasticité neuronale. Tout l'enseignement, tout processus pédagogique aboutit à modifier vos connexions neurologiques. Vous apprenez le chinois à partir d'aujourd'hui. Allez, demain, lundi, vous allez apprendre le chinois. Eh bien, vous allez créer de nouveaux circuits neurologiques dans votre cerveau. Il n'y a aucun circuit neurologique dans votre cerveau qui est adapté à l'étude du chinois, parce que c'est une langue qui travaille par idéogramme, et nous avons une langue par l'alphabet. La méthodologie de changement est en fait un processus d'apprentissage. L'objectif est d'aller modifier vos connexions neurologiques dans votre cerveau. Donc on utilise le modèle de la plasticité neuronale. Le sommeil paradoxal, ça je vais arriver, c'est la dia suivante. Alors on peut introduire la mécanique quantique avec la loi d'attraction pour les gens qui connaissent, c'est-à-dire que toute pensée, toute scène mentale est en fait une vibration, une énergie que vous envoyez à l'univers qui va entrer en synergie avec ce qui se passe dans l'univers et qui va vous revenir. Je ne vais pas détailler ici, mais on pourrait faire une conférence d'ailleurs là-dessus. Bon, alors, il y a encore d'autres modèles, mais alors, voilà. Et donc l'objectif, c'est que vous avanciez sur votre chemin de vie. Il y a un certain nombre d'outils que les gens apprennent à utiliser. Et puis ensuite, quand on termine le processus psychothérapeutique, eh bien les gens ont les outils. Et ils peuvent continuer en fait leur chemin de vie avec les outils qu'ils ont appris. C'est une méthodologie qui est orientée future. Elle est proactive parce qu'il y aura des choses à faire. Comme je dis sur ma page d'accueil, les carottes cuites ne tombent pas du ciel. Désolé. Si vous cherchez une baguette magique, eh ben, c'est pas ici, vous allez la trouver. On retrousse ses manches et on commence à travailler. C'est créer votre futur. Au lieu de vous laisser piloter par les événements ou par les autres, eh bien ici, vous créez votre futur. Vous allez réfléchir, mais qu'est-ce que je veux mettre en place? Progressivement, hein, on y va doucement. C'est un processus d'apprentissage, donc on démarre doucement, mais certainement. Donnez-vous le temps. On est dans une société où on veut tout de suite. Ah ben ici, c'est pas une petite pilule que vous prenez et puis c'est fini. Hein. Ah ben non, ça ne marche pas comme ça avec la biologie. Il y aura des choses à faire et ça prend un peu de temps. Comme je dis, une grossesse, c'est 9 mois. Hein. Vous n'allez pas faire une grossesse en 1 mois, hein, ça ne marche pas. Ça. Bon, on rentre dans la biologie. Et soyez doux avec vous-même. C'est souvent les gens, ils se battent contre eux, mais c'est incroyable. Et moi je leur dis, mais arrêtez de vous battre contre vous-même, contre votre inconscient. Dans la très grande majorité des cas, c'est lui qui gagne. C'est lui qui est le plus fort. Et quand c'est vous qui gagnez, ben, il vous a laissé gagner. Hein. Donc, si vous voulez, vous ne gagneriez pas. Ça va? Il est très très puissant. Ça va? Donc, on va travailler avec lui. En l'activant en fait. Alors, ensuite, bon, ça c'était le comment faire. Quand est-ce que vous allez faire ça? Eh bien, vous pouvez faire ça n'importe quand. Par exemple, imaginons que lundi, il fait beau, je pense qu'il va faire beau lundi. À midi, vous avez 10 minutes, un quart d'heure. Eh bien, vous sortez du lieu de travail, vous asseyez sur un banc, là, en plein soleil. Il fait beau. Vous fermez les yeux et clac, vous commencez à visualiser en fait vos scènes mentales. C'est une manière, donc vous pouvez le faire n'importe quand.
d'activer votre inconscient. Cependant, pardon, il y a un moment privilégié. Et là, on va utiliser en fait un modèle qu'on appelle le modèle du sommeil paradoxal. C'est-à-dire que quand vous dormez, vous avez des cycles du sommeil. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais moi, il y a une étape qui m'intéresse, le sommeil paradoxal. Alors, voici ici un graphique qui représente une personne qui a dormi pendant 7 heures. Vous avez un premier cycle, un deuxième cycle, un troisième cycle et un quatrième cycle. Normalement, c'est un peu plus complexe que ça, mais ici, c'est à titre pédagogique, donc on simplifie un peu. Bon. En rouge, vous avez ici le sommeil paradoxal qui dure à peu près 10 minutes par cycle du sommeil et qui a tendance à augmenter, peut aller jusqu'à 20 minutes, au fur et à mesure que vous dormez, que vous vous rapprochez du matin. Bon. C'est une étape qui est fondamentale. Tous les animaux qui dorment passent par cette étape-là. S'ils ne passent pas par cette étape-là, on meurt. Premièrement. Deuxièmement, 70 à 80% des rêves que vous vous rappelez au matin viennent du sommeil paradoxal. Il y a plein de choses qui se passent. L'objectif va être de vous endormir. Donc il y a un exercice d'endormissement qui est la meilleure manière de s'endormir. Donc j'explique qu'il se fait en 2 étapes. Et l'objectif va être de faire descendre, de faire rentrer plutôt, les scènes mentales, donc les visualisations, dans le cycle du sommeil pour qu'elles arrivent jusqu'au sommeil paradoxal. Parce que c'est là, dans le sommeil paradoxal, que votre inconscient va être activé. L'activation se fait là. Et vous, vous êtes en train de dormir. Et vous dormez très bien en plus. Et chaque fois que le cycle passe par le sommeil paradoxal, eh bien, il travaille sur votre programmation. Il travaille sur vos circuits neurologiques. Il n'y a pas que ce moment-là, mais il y a entre autres là où il est activé. Donc c'est très très important. C'est un exercice qui est très important. Je peux poser une question? Oui, oui. Les apnées du sommeil perturbent le sommeil paradoxal? Non, les apnées du sommeil, c'est un mécanisme biologique qui est en place. En fait, c'est, bon, je ne vais pas trop détailler ici, mais c'est un mécanisme archaïque, en fait. Et c'est quand vous dormez, si vous faites trop de bruit, un prédateur peut vous repérer. Donc c'est un mécanisme archaïque que nous avons dans notre cerveau qui fait que si vous êtes un peu en insécurité, eh bien, ce mécanisme s'active et sitôt qu'il y a un bruit autour, clac, vous faites une apnée. Mais vous n'allez pas mourir. Maintenant, il y a du business autour de ça. Ça fait tourner la roue de l'économie. Mais c'est une grosse connerie. Les apnées, voilà. Mais c'est vrai, c'est spectaculaire. Hein. On reprend, donc c'est spectaculaire, mais on arrête un peu l'économie. Non, non. C'est un mécanisme biologique ancestral, archaïque, mais qui est normal. Hein. Et vous n'allez pas mourir comme ça d'apnée, hein, mais c'est encore un autre débat, ça. Le monde pharma. Pardon? J'en fais toutes les nuits, c'est ma femme qui me réanime tous les nuits. Oui, mais ça c'est... Elle a peur de vous perdre, hein? Vous êtes son chéri. Hein? Alors, bon, donc je viens de vous expliquer le comment faire et quand le faire. Eh bien, il y a un problème. Hein? Il y a souvent des problèmes dans la vie, non d'une pipe. Mais la vie, elle est faite que de problèmes. Vous allez encore en avoir, vous qui êtes jeune. Hein? Eh bien, toute la vie, c'est ça. Résoudre des problèmes, non d'une pipe, s'il n'y avait pas de problème. Eh bien, voilà, donc ça c'est... Hein? Eh bien, c'est justement ce jeune homme-là. Eh bien, c'est lui qui est super stressé chaque fois qu'il doit gérer une réunion, chaque fois qu'il doit parler en public, chaque fois qu'il doit passer un examen. Lui, c'est terrible, terrible. Ça, c'est l'instant présent, ça, c'est la flèche du temps, ça, c'est son futur. Et bien entendu, il voudrait avoir un futur sans stress, hein, ça, c'est sûr. Mais, dans son passé, il a vécu des événements que je représente ici par ABC. Et ça, c'est des événements un peu particuliers. Et parce qu'il a vécu ces événements-là, eh bien, son inconscient a été choisir la solution sur stress. Pas le stress, hein, parce qu'il y a 2 types de stress. Le surstress, c'est une cassette qui existe dans la bibliothèque intérieure. Et son inconscient a été la choisir. Et il a mis les circuits neurologiques en place. Et le bonhomme, c'est... Il transpire, il est bloqué, etc. Enfin, tous les symptômes du stress, etc. Complètement bloqué. Bien entendu, il se sent enfermé, lui. Il se sent bloqué, il se sent emprisonné dans ce système. Il y a une dame qui m'a dit « Ouais, c'est comme si j'avais des boulets aux pieds, je traîne ces boulets, je voudrais bien m'en débarrasser. »
mais je ne parviens pas. Un autre me dit, oui, j'ai les casseroles là, j'ai les casseroles, je ne sais pas m'en débarrasser. Donc l'objectif est de venir libérer, c'est-à-dire couper le lien avec le passé, mais ça c'est métaphorique, ça. Parce que d'un point de vue pratique, c'est quoi? C'est le voyage intérieur. Et le voyage intérieur, c'est le nettoyage de votre maison intérieure. Ça, c'est la pierre angulaire, donc, de la méthodologie de changement. Le voyage intérieur est une méthodologie extrêmement précise, à l'iota près. Et c'est là qu'un des outils, c'est pas le seul, mais un des outils que j'utilise, c'est l'hypnose. En fait, je mets les gens dans un état modifié de conscience, ce qui permet de bypasser les phénomènes de résistance, etc., et d'activer en fait l'inconscient. Mais le nettoyage de votre maison intérieure, mais qu'est-ce que c'est que ce problème de maison intérieure? Et là, je prends le modèle de la psychanalyse freudienne. Qu'est-ce qu'il a dit Papa Freud? Bon, il a dit qu'il y avait un inconscient, c'est déjà pas mal. Et puis je reprends le modèle de base de la psychanalyse freudienne. Qu'est-ce que les psychanalystes freudiens nous disent? Ils nous disent, ah, dans votre petite enfance, vous avez vécu des événements traumatisants. Arrêt sur image, événements traumatisants. Nous avons tous besoin d'événements traumatisants pour structurer notre cerveau. Je vais prendre un autre exemple qui est le système immunitaire, puisque j'ai fait mon doctorat sur le système immunitaire. Si vous prenez un bébé qui sort du ventre de sa mère, vous le mettez dans une chambre stérile jusqu'à sa majorité, 18 ans, il sort, première infection, pouf, il meurt. Pourquoi? Parce que son système immunitaire n'a pas été en contact avec les bactéries et les virus, le CN n'a pas su se structurer, et à la première infection, il reste dedans. Eh bien, le système nerveux, c'est exactement la même chose. Vos événements traumatisants, plus les autres, il n'y a pas que ceux-là, mais structurent, formatent votre cerveau pour que vous soyez adapté dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, au mois de juin 2015. Sinon, vous ne seriez pas adapté. D'ailleurs, de temps en temps, on voit des petits problèmes. Mais bon, ça, c'est la psychiatrie. Donc, dans ce modèle de la psychanalyse freudienne, vous avez vécu des événements traumatisants, votre inconscient qui vous surveille, il dit « Oh là là, il ou elle est en train de vivre des événements traumatisants. Moi, inconscient, je dois prendre une solution. Elle ne peut pas survivre dans l'environnement hostile comme ça. » Eh bien, il a été voir dans votre bibliothèque intérieure. Mais dans cette bibliothèque-là, il n'y a qu'une seule cassette dans ce modèle-là. C'est le refoulement. Peut-être que vous avez entendu la notion de refoulement. C'est-à-dire que cet événement-là, quand vous étiez en train de le vivre, ben, il était bien conscient. Mais pour ne plus que vous souffriez consciemment, il a été refoulé ça dans votre inconscient. Le problème, c'est que l'événement, il est toujours là. Enfin, pas l'événement, mais le résultat. C'est-à-dire la solution. Et les psychanalystes freudiens, pour expliquer ça à leurs patients, eh bien, ils ont développé cette métaphore de la maison intérieure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez une maison. Et la maison, ça a des murs, hein, et on ne voit pas à travers les murs. Ah ben, donc c'est bien inconscient. Mais dans cette maison, votre inconscient a été foutre tous les bazars, machins, trucs, toutes les souffrances que vous avez vécues, etc. Et c'est là, à l'intérieur. Et c'est ça qui vous pilote. Donc l'objectif va être d'aller activer votre inconscient qui sait très bien ce que vous avez mis, ce que lui a mis bien entendu dans cette maison intérieure, et d'aller nettoyer cette maison intérieure. Jean-Jacques Crèvecoeur, il dit, enfin, sa métaphore, c'est sortir les poubelles. Voilà, ben oui, de temps en temps il faut sortir les poubelles, hein, parce que sinon, ça ne sent pas toujours très bon. Eh bien c'est ça en fait, le voyage intérieur. C'est une activation de votre inconscient qui va aller nettoyer ce qui est à l'intérieur. Et comme c'est lui qui l'a mis, ben il sait bien ce qu'il a mis dedans, hein, quand même. De manière telle à ce que vous puissiez avancer vers votre futur. Donc, dans le voyage intérieur, c'est-à-dire quand vous êtes dans un état modifié de conscience, vous faites votre petit voyage, là, hein, sur l'iceberg. Où est-ce que vous irez? Ben, peut-être que vous irez dans votre maison, dans votre living. Ou peut-être que vous irez en vacances. Ou peut-être que vous irez au niveau professionnel. Les hommes ils iront sur Mars et les femmes iront sur Vénus, hein. Vous savez. Que vous alliez où vous voulez, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Mais le système est fait pour que ce soit agréable. Parce qu'il y a un petit mouvement agréable. Il n'y a rien à faire en plus. De rêve, rien à faire. Mais pendant que vous faites votre petit voyage, là, quand vous êtes dans un état modifié de conscience, okay, donc vous avez les yeux fermés, mais vous entendez tous les bruits.
Comme maintenant, là, il y a un peu de bruit de fond, eh bien, vous entendez, avec les yeux fermés, dans un état modifié de conscience, il y a ce qu'on appelle le phénomène de dissociation, donc vous entendez tous les bruits environnants, mais en parallèle, eh bien, vous faites votre petit voyage. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe là, dans votre inconscient, et c'est là, c'est lui qui va nettoyer votre maison intérieure. Mais c'est inconscient, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc la seule chose que vous allez voir, c'est que dans votre vie de tous les jours, il y a des choses qui commencent à se passer. Des petites choses, des petits changements, parce que ce n'est pas une baguette magique, hein, mais on avance à petits pas. Par exemple, si c'est fumé, eh bien les gens me disent, ah ben tiens, aujourd'hui j'ai fumé 10 cigarettes alors qu'avant j'en fumais 15. J'ai oublié de fumer. J'ai oublié mon paquet de cigarettes. Non mais vous dites ça à un fumeur, oublier son paquet de cigarettes, mais il fait une crise, hein, quand il n'y a pas son paquet de cigarettes dans sa poche, hein, il fait une crise. Eh bien, oh, j'ai oublié mon paquet de cigarettes, Pierre. Oui, bah oui, j'avais envie un peu de fumer, mais bon, voilà, j'avais pas mon paquet, et puis voilà. Donc c'est le genre de réflexion, le genre de choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Il n'y a que ça qui est important. Les résultats. Et pas les modèles. Les modèles, c'est juste du blabla. Maintenant, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi est-ce que mon inconscient a été mettre telle solution, ok. Mais faites attention, ce n'est que du blabla. La réalité, c'est que ça change dans votre vie de tous les jours. Il n'y a que ça qui compte. Et toute la méthodologie, elle est basée là-dessus. On fait des séances de débriefing où on ne parle que des changements dans la réalité de tous les jours. Et c'est eux qui me le disent, parce que moi je ne suis pas derrière eux, hein, pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Hein. Donc c'est eux, ou c'est les patients ou les patientes qui me le disent. Alors bon, ça c'est pour ceux qui intéressent, en fait, bon, il y a, ça date du mois de juillet-août, et ça je ne sais plus quand ça a été publié, ah oui, mars 2014. Je pense qu'ils sont toujours disponibles si ça vous intéresse. Bon, alors là, vous voyez l'iceberg, hein. Ben, ils ont pris le cerveau. L'inconscient dicte sa loi. Des processus non conscients contrôlent la façon dont nous pensons et planifions notre vie. Bon, il y a un peu de marketing là derrière, mais c'est vrai. Nous sommes pilotés par notre inconscient. Et je crois que c'est moi qui dirige. Mon œil, c'est en apparence. Alors, oui, ça c'est mon site web, si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller voir. Alors, ma conclusion maintenant, je termine. Ce qui me paraît important, c'est qu'il est possible de sortir de votre enfermement. S'il y a quelque chose que vous traînez depuis des années, ça peut être un cancer, ça peut être une allergie, une sclérose en plaques, ça peut être un toc, ça peut être fumer, ça peut être grossir, ça peut être boire. Je me rends compte qu'il y avait pas mal de gens qui cachaient en fait, mais qui sont en réalité alcooliques, etc. C'est possible. Attention, c'est pas une baguette magique. Hein. On retrouve ses manches et on commence à travailler, mais c'est possible. Ce n'est pas une baguette magique, donc ça c'est un travail sur soi. Il faut du courage. Attention, on va ouvrir les placards. Hein. On va commencer à ouvrir la boîte de Pandore. Et là, il y a des choses, il y a des états émotionnels qui risquent de sortir. Donc 60% des gens font ce qu'on appelle la réaction paradoxale. C'est-à-dire ils ont des pics d'états émotionnels qui sortent en fait. Et c'est très désagréable. Il y a certaines personnes qui me disent, assises sur le fauteuil, ils me disent c'est très dur ce que je suis en train de vivre. Et je leur dis, c'est bien, on y est, là, on a mis le doigt là où il faut nettoyer en fait, il faut sortir les poubelles. Ah ben oui, ben ça ne va pas toujours très bon, hein, les poubelles. Hein. Ben oui, ben c'est comme ça. Voilà. Mais c'est possible, donc il faut avoir du courage. Et il faut avoir de la persévérance. Attention, parce que notre type de société, je l'ai déjà dit, elle veut tout de suite. Ici, on travaille avec la biologie, ça prend peu de temps. Moi, je vois les gens tous les 3 semaines, tous les mois. Hein. Bon, il y a mon agenda aussi. Si la personne veut que je la voie tous les 15 jours, on fixe les rendez-vous en avance. Hein, parce que sinon, moi, je suis très très occupé. Je commence à 7h30 du matin, je termine à 10h du soir. Hein. Les journées sont fort chargées. Aujourd'hui, j'ai déjà hypnotisé 2 personnes, 2 fois 2 heures. Hein, parce qu'un voyage intérieur, c'est 2 heures. Hein. À 60 €, ça fait 120 €. 120 € pour aller nettoyer ce qui est dans votre maison intérieure. C'est pas gratuit, hein? Mais c'est possible. Albert Einstein a dit la vie c'est comme une bicyclette, il faut sans cesse avancer, sans s'arrêter pour ne pas perdre l'équilibre. C'est intéressant en fait. En physique, le vélo, eh bien, si vous le laissez sur 2 pieds, boum, il tombe. Et c'est le mouvement qui permet de garder un équilibre. C'est ce qu'on appelle un équilibre instable.
Et d'ailleurs, quand vous voyez un petit qui commence à rouler à vélo, il roule comme ça. Parce qu'il va trop à gauche, trop à droite. D'ailleurs, si vous soudez un guidon, vous ne savez plus rouler. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez trop une fois à gauche, trop à droite. Et le guidon va vous permettre chaque fois de redresser. Eh bien, la vie, c'est ça. On n'est jamais en équilibre. C'est un équilibre instable. C'est dans un petit range. L'objectif, c'est de ne pas aller aux extrêmes, parce que là, c'est un peu dur, en fait. Et puis, une petite anecdote ici chez Charlie Chaplin avec Albert Einstein. Et ce que j'admire le plus dans votre art, dit Albert Einstein, c'est son universalité. Vous ne dites pas un mot et pourtant tout le monde vous comprend. Et l'autre répond, c'est vrai, réplique Charlie Chaplin, mais votre gloire est encore plus grande encore. Le monde entier vous admire alors que personne ne vous comprend. Et c'est vrai que quand il a sorti ses modèles, la relativité, même les physiciens ne comprenaient rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est fait liquider, il s'est fait démolir. En fait, bon, après, on s'est quand même rendu compte que... Voilà. Bon. Vous pouvez vous réveiller, maintenant ça va, je vous ai hypnotisé tous. Je ne sais pas quelle heure il est là. Confirmant. Ah, oula, je suis dans les temps, ben ça c'est rare. Oui, oui, oui. En fait, quand quelqu'un vient, je ne sais jamais ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, il y a des gens qui évoluent très rapidement. Ce que j'ai remarqué également, parce que ça fait 15 ans que j'hypnotise, donc j'ai un peu d'expérience quand même, eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont fait des choses avant, il y a des gens qui ont fait 10 ans de développement personnel, psychothérapie, psychanalyse, enfin tout, parce qu'il y en a sur le marché, je dirais, il y a quand même pas mal de choses. Et dans un certain nombre de cas, les gens me disent, mais c'est toujours là, je n'ai pas changé, ça m'énerve, j'ai dépensé mon argent pour être etc., etc. Mais en fait, même s'ils n'ont pas atteint les résultats qu'ils voulaient, il y a quand même un travail qui s'est fait. Et alors, quand on démarre, alors là, ça, c'est des gens qui évoluent très vite. Alors là, ça démarre. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais rien fait du tout, là, il va falloir un peu plus de temps. Hein. Il va y avoir quelques voyages intérieurs pour commencer vraiment à rentrer dans le cœur du problème. C'est 3, 4, 5 voyages intérieurs. Hein. Attention. Hein. Et ce qu'il y a aussi, c'est la deuxième remarque que j'ai envie de vous dire également, c'est que dans un certain nombre de cas, l'inconscient ne va pas directement au problème. Il va nettoyer toute une série de choses autour. Et je vais prendre une métaphore. C'est comme si vous héritiez d'une vieille maison, enfin d'une maison d'une grand-mère ou d'une tante ou d'un oncle, je ne sais pas très bien. Et on vous dit, ben, vous allez hériter de la maison, vous y allez à tel endroit, telle rue, tel numéro, etc. Vous arrivez devant la maison et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une forêt vierge. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été entretenue, la nature, elle pousse, hein, des arbres, des buissons et des tiques et des tiques. Vous ne voyez même pas la maison. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben, il faut d'abord un peu nettoyer, hein, pour avoir accès à la maison. Eh bien, je dirais, dans un certain nombre de processus psychothérapeutiques, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'inconscient va commencer à nettoyer un peu ce qui est autour. Mais la raison pour laquelle vous venez me voir, il n'y touche pas. Et puis quand tout ça est nettoyé, eh bien, à partir d'un certain moment, clac, il rentre dans le pot, comme on dit. Hein, tourner autour du pot, comme on dit en français, ben, il tourne autour du pot. Et puis à un moment, paf, alors là, on y va. Hein, et on y va. Et là, c'est un nettoyage. Comprenez? Parce que c'est c'est votre inconscient qui va décider quel est le meilleur chemin pour atteindre votre objectif. Ce n'est pas moi. Moi, c'est une méthodologie, elle est exactement la même, à l'iota près, hein, pour toute personne qui vient. C'est une activation de l'inconscient. Une autre manière de dire les choses, c'est de dire, c'est comme si je venais avec une nouvelle auto. Voilà. Je vous amène une nouvelle auto. Voilà, chez vous, en face de vous. Et j'allume le moteur, j'ouvre la porte, et je vous dis, bon, maintenant, vous rentrez dans l'auto. Ben voilà. Et vous, vous décidez où vous allez. Bien entendu, c'est pas moi, hein. Moi, je vous apporte juste l'auto. Et j'allume le moteur. Et j'ai mis un peu d'essence ou de mazotin. Attention, pas se tromper. Est-ce que vous comprenez la logique, le rationnel qu'il y a derrière? C'est ça, en fait, la méthodologie du changement. La pierre angulaire, c'est le voyage intérieur. Plus de 80% des gens qui viennent me voir ont fait ce que j'appelle le parcours du combattant. Si vous n'avez jamais rien fait pour changer, essayez d'abord autre chose. Hein, parce que peut-être que ça marchera. Et si ça ne marche pas, bon ben alors, il y a
cette méthodologie-là. Silence. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ça fait allusion à l'hypnosédation. Hein. Vous savez, c'est un docteur Fémonville à Liège, extraordinaire. Hein. C'est une femme extraordinaire, si vous avez l'opportunité. Il y a sur YouTube, il y a des films vidéo sur le docteur Fémonville. Donc c'est elle qui a développé l'hypnosédation. C'est une opinion leader, comme on dit en science, donc elle est connue au niveau mondial. C'est un centre de recherche donc à Liège. Là, donc c'est l'hypnose pour, au lieu d'anesthésier quelqu'un. Hein. Il y a Fabiola, hein, avec ses crôles là. On en a un peu parlé quand elle s'est fait hypnotiser là, pour, je sais plus, thyroïde, je crois. Thyroïdite plutôt. Donc c'est l'allusion à ça. C'est assez exceptionnel. Le chirurgien ne change rien dans sa technique. Hein. Il fait ce qu'il doit faire. S'il doit couper, il doit racler, il doit scier, il le fait. Hein. Eux ne changent rien du tout. Mais la personne c'est pas un coma chimique. On donne un sédatif tout simplement pour un peu. Et puis la personne entre dans la salle d'opération, les yeux grands ouverts, elle discute avec tout le monde. On la met sur la table. Elle reste consciente durant tout le processus. L'anesthésiste ou le docteur Fémonville parle avec la personne. Elle a les yeux fermés, parfois elle ouvre les yeux, mais bon, on lui met un champ, donc elle ne voit pas grand-chose. Généralement, c'est les yeux fermés. Et on lui parle. Et si par exemple, pour un problème rhumatologique, eh bien, on doit couper un os, eh bien, le chirurgien, il a une réaction. Eh bien, le chirurgien, il a une scie, hein, une scie circulaire, hein. Eh bien, qu'est-ce que fait le docteur Fémonville, enfin les autres hein, qui sont formés à ça? Eh bien, ils disent à la patiente ou au patient, vous êtes dans la forêt et vous voyez un bûcheron. Et le bûcheron est en train de scier un tronc et vous êtes assis sur le tronc. Parce qu'il faut savoir que quand le chirurgien scie l'os, par les vibrations, tout arrive. Hein. La personne sent, hein. Non seulement elle entend le bruit d'une scie, mais en plus elle le sent hein, par les vibrations qui arrivent jusque dans son cerveau, enfin son oreille interne. Donc, eh bien, à ce moment-là, donc il y a une très grande collaboration en fait entre le chirurgien et l'anesthésiste. Ils collaborent. Et quand il doit faire quelque chose d'un peu particulier, comme l'exemple ici de scier un os, hein, remplacer la rotule ou la hanche, etc., ben, il faut scier carrément. Et bien à ce moment-là, l'anesthésiste, l'hypnotiseur, on va l'appeler comme ça, eh bien introduit dans le voyage intérieur, puisque c'est un voyage intérieur en fait ici, eh bien introduit une métaphore. Donc dans ce cas-ci, eh bien voilà, vous montez sur un arbre, vous êtes assis sur l'arbre et le bûcheron il est en train de scier avec une scie, vous sentez la vibration des arbres. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand les gens ils sortent hein, et que vous discutez, enfin là, ils disent mais ça a été une expérience extraordinaire. Donc si vous avez la possibilité de vous faire opérer par hypnose, je vous invite à faire l'expérience. C'est exceptionnel. En plus, il n'y a que des avantages. Il n'y a pas de coma chimique. Un coma chimique, il vous faut 6 mois. Hein, 6 mois pour récupérer. Ici, la récupération est beaucoup plus rapide. Vous avez participé, donc psychologiquement, les gens se disent ouais, moi j'ai participé à cette opération en fait. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit. Dans la salle, on met de la musique douce, style Mozart, ou etc., parce que ça entre en vibration. Le Mozart, c'est particulier, ça entre en vibration avec le cerveau, donc c'est très intéressant. Donc généralement, c'est du Mozart, en fait, hein, c'est pas de la techno. Hein. Et donc, il n'y a que des avantages. Et le docteur Fémonville a publié, il y a toute une série de papiers scientifiques, je dirais, et aujourd'hui, elle a formé plus de 400. Enfin, ça fait un petit temps que je n'ai plus écouté. Donc, bon, à mon avis, il y en a encore plus maintenant. Parce que les jeunes, ils sont intéressés par ça. Les jeunes anesthésistes, hein, je parle. Les vieux, ça ne les intéresse pas. Hein. Une opération de 2 heures, il faut parler pendant 2 heures avec la personne. Non, mais vous savez ce que fait un anesthésiste hein? Bon, il démarre, il injecte son produit, et puis il s'assied, hein, et il regarde ses écrans. Si ça dure 2 heures, eh ben, il regarde les écrans pendant 2 heures.
il a une responsabilité énorme, hein, parce que c'est la vie et la mort. Hein. L'anesthésie, c'est une des plus grandes responsabilités au niveau médical, mais en pratique, il ne faut pas grand-chose. Hein. Alors si, au lieu de rester assis sur un fauteuil, une chaise, il faut commencer à parler pendant toute l'opération, ben, ceux qui ont l'habitude de s'asseoir sur une chaise, ça ne les en parle pas beaucoup. Hein. Bon, les jeunes, ben, eux, une nouvelle technique, c'est bien, et puis, etc. Donc, c'est tous des jeunes, en fait, qui qu'ils ont formé, mais il n'y a pas très longtemps, etc., qui appliquent, et maintenant, c'est en train d'être exporté aux États-Unis aussi. Donc, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc, si vous avez l'opportunité d'aller écouter une conférence du docteur Fémonville, je vous invite parce que c'est une grande dame, très très grande dame, parce qu'elle s'est fait démolir. Hein. Quand elle a commencé il y a plus de 20 ans d'ici, une femme en plus, mais elle vient des pays rédimés, un peu allemande, sur le bord, on y va. Hein.